bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus juste après le repas. Alors, on va essayer d'avoir une table ronde qui est sur la tension sur l'eau potable. Quel modèle pour relever ce défi majeur. Et je vais être accompagné dans cette table ronde de... Ah, par contre, ça ne bascule pas encore sur écran. Voilà. Donc, je suis Patrick Fesque, délégué permanent du comité stratégique de la filière eau, qui est une structure tripartite État, entreprise, représentants de salariés. Nous sommes là pour orienter l'État sur les enjeux de demain et les éventuelles solutions sur différents domaines, y compris l'aspect attractivité de la filière eau. La filière eau, c'est 124 000 salariés quand même. C'est la chimie, 200 000 personnes. Donc vous voyez, c'est un secteur important dans l'industrie française. En France et à l'international, on a plusieurs leaders et champions à l'international sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur. Et je suis pour cette table ronde accompagné de Maria Salvetti, voilà, qui se présentera rapidement tout à l'heure, de Philippe Sébrac, qui est à l'autre bout, de Didier Vallon pour Aquanova, et de Salvador Pérez, ici présent. Je vous propose très rapidement de se poser la question, en moins de 5 minutes, de mais pourquoi est-ce un défi majeur et en quoi c'est important? Et je vous ai mis une petite carte. La thématique d'aujourd'hui, c'est la vérité. Mais est-ce que le changement climatique, c'est la vérité? Vous avez en haut à gauche la carte de l'état des nappes en juin 2022. Alors, juin 2022, vous savez, c'était canicule, ainsi de suite. En 2023, c'était un peu mieux. C'est celle qui est en bas à gauche. 2024, vous voyez, alors ils ont un peu changé les couleurs, mais globalement, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et ça se voit bien sur la carte des nappes. Et 2025, en fait, on est à peu près dans la même situation que 2023. Donc, sur un temps court, ça c'est la météo, c'est pas le climat, c'est pas le changement climatique, mais on voit qu'il y a des changements. Et Météo France, et je leur fais un peu de pub, ils ont inventé le Climadiag, qui est disponible, et vous pouvez aller sur Internet, Climadiag, et vous pouvez choisir votre commune et voir quel est l'impact à horizon 2030, 2050, 2100 du changement climatique. Donc là, j'ai pris une ville qu'à peu près tous les Français connaissent pour une raison de vin, Chablis, c'est pas très très loin de Paris. Et on peut voir que du côté de Chablis, en 2030, donc 2030 c'est demain, il va y avoir, donc ces petites cartes, c'est un peu petit, mais il va y avoir plus de jours estivaux. On va passer de 17 à 71 sur le plus haut, dans le scénario le plus haut. Alors, ils ont pris un scénario à plus de degrés. On est déjà à plus 1,5 degré en termes de réchauffement. Donc c'est plutôt plausible. 2030, c'est demain. C'est la vérité là. Ce n'est pas des trucs très lointains. Le changement climatique et le vecteur eau est l'un des premiers vecteurs qui montre l'impact du changement climatique, ce qui va faire qu'il va falloir qu'on s'adapte. Puis vous allez voir que globalement, il va pleuvoir un peu plus en hiver et faire plus chaud en été avec plus de sécheresse d'un côté, moins de jours de gel. Si vous êtes dans le vin, tout de suite, ça a quelques conséquences. Ça veut dire plus de maladies sur les vignes, par exemple. Alors, quelles sont les conséquences? On en a 3, globalement. Tout d'abord, des sécheresses plus importantes, de la sinistralité, et on va beaucoup vous parler dans notre table ronde de risque, de prendre l'eau comme étant un risque et comment on se protège de ce risque. Une sinistralité plus importante, alors on l'a vécu ce week-end, il y a eu quand même des coulées de boue à Marseille, en Bretagne aussi, du côté du Morbihan, il y a eu des inondations, et puis des nappes qui ne se rechargent pas, ou beaucoup moins. Les prévisions, elles sont assez claires. À horizon 2050, de manière globale, et il y a un consensus scientifique là-dessus, c'est de moins 10 à moins 40% en fonction de la zone géographique. En France, je parle bien de la France, à horizon 2050,
d'une baisse des débits moyens des cours d'eau, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les activités économiques. Je pense aux centrales nucléaires, mais aussi sur la nature. Des débits d'étiage plus sévères, moins 30 à moins 60%. Le débit d'étiage, c'est le niveau le plus bas de la rivière lorsque vous êtes en été. Et des baisses de recharge de nappe moyennes entre moins 10 et moins 25%. Alors, il y a des endroits où il y en aura plus, hein, ne vous inquiétez pas. Mais globalement, c'est ça le scénario. Ce qui veut dire qu'on va être confronté à des conflits d'usage de plus en plus importants, à des arrêtés sécheresse. On a commencé à les voir. Les Pyrénées-Orientales sont restées 2 ans en arrêté sécheresse. Là, il a replu. Si vous regardez les arrêtés sécheresse, il y a encore pas mal de régions qui sont en arrêté sécheresse. Alors, pas sévère, mais assez important. Des risques pour l'accès aux ressources, tout simplement. Les nappes seront vides, les rivières seront vides. Et des dégradations de l'état de l'eau. Parce qu'une des conséquences lorsqu'il y a moins d'eau, c'est qu'on concentre les pollutions et donc la qualité de l'eau devient aussi une source et un enjeu. Pour un territoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire évaluer, anticiper sa résilience. Vous voyez bien que si vous voulez implanter une nouvelle activité industrielle ou si vous voulez faire grossir votre population et que vous n'avez pas d'eau, vous êtes bloqué. C'est Barcelone qui, cet été, était confronté à faire des tours d'eau. C'est je coupe des quartiers à tour de rôle pour pouvoir fournir de l'eau potable aux habitants. Et puis, c'est accompagner et sensibiliser, et c'est un peu aussi notre rôle avec cette table ronde. Alors, on a beaucoup débattu en préparant cette table ronde en disant est-ce qu'on parle des 4 R, des 5 R, enfin. Mais globalement, retenez qu'il faut d'abord reconnaître le changement climatique et connaître. C'est tout bête. Quelle quantité d'eau est disponible, quand, quel débit. Ensuite, on va avoir une action de réduction. C'est pour ça qu'il y a eu le plan eau, il y a eu des messages de sobriété hydrique. Ce n'est pas pour le plaisir, ce n'est pas pour embêter les gens, c'est tout simplement une nécessité. Et je vous l'ai montré avec le premier schéma et ce que je vous ai montré sur la commune de Chablis et cette évolution à horizon 2030. C'est là où interviennent aussi des solutions de réutiliser ou de recycler. Et vous aurez des exemples. Et puis, de ressourcer. Et c'est là où apparaissent d'autres solutions, comme le dessalement d'eau de mer. Vous voyez, on l'a mis à la fin. C'est une solution. Il faut d'abord avoir fait auparavant. Mais dans certains cas, ça sera la seule solution. Je vous parlais de Barcelone et de l'Espagne. C'est exactement ce sur quoi ils se dirigent. S'ils veulent garder un territoire avec une activité économique, eh ben, ils envisagent des solutions de dessalement. Mais tout ça a un coût. Alors, quel coût? C'est là où Maria, ça va être ton domaine, ça va être de nous expliquer le plus simplement possible qu'est-ce qui nous attend, de quoi on est sûr et qu'est-ce qui reste encore à creuser. Et puis, tu reprendras la parole en fin de table ronde tout à l'heure pour quelles sont les sources de financement. Parce que la première partie peut faire très peur, mais retenez qu'on a cette chance dans le domaine de l'eau d'avoir des solutions. Ce n'est pas un mur sur lequel on ne pourrait pas le gravir. On a les solutions, y compris en termes de financement. Maria, à toi. Merci beaucoup, Patrick. Alors, Patrick a mentionné les risques liés à l'eau. Il se trouve que l'OCDE les définit d'une façon qui permet un petit peu de poser les idées. Il y a les risques liés à trop d'eau. Donc trop d'eau, ce sont les inondations. Il y a les risques liés à pas assez d'eau, la sécheresse. Il y a les risques liés à trop de pollution. Et donc ça, on commence à s'acheminer vers ce dont je vais vous parler. Il y a les risques qui sont liés à des écosystèmes trop dégradés. Et puis, il y a des risques qui sont liés au mauvais entretien de notre patrimoine eau et assainissement. Et c'est vraiment là-dessus que je vais me focaliser. Donc moi, je ne me focalise pas sur l'ensemble des risques dans ce que je vais vous dire, mais juste sur les risques qui sont liés au mauvais entretien de notre patrimoine, de nos infrastructures eau et assainissement. Alors, toc. Il y a un petit temps de décalage. Ça y est, c'est bon, voilà.
Alors voilà, moi je fais de l'économie, donc je vous balance des chiffres, hein, c'est obligé, sinon je ne ferai pas mon boulot. Alors, de quoi s'agit-il? Là, c'est une étude que j'ai faite il y a un petit moment qui concerne les services publics d'eau et d'assainissement. Donc, les services publics auxquels vous avez recours, auxquels certains industriels ont recours pour s'approvisionner en eau et puis aussi pour voir leurs eaux usées traitées. Alors, d'un côté, vous avez tout ce qui concerne l'eau potable, qui est vraiment le cœur de ce dont on se parle dans cette table ronde, mais je vous ai mis quand même l'autre côté, qui est tout aussi important. On parlait des risques liés à l'eau, et je vous parlais du risque de pollution, donc il ne faut pas passer l'assainissement sous silence. Vous avez l'autre côté, c'est de l'assainissement. Et donc, dans l'étude, qu'est-ce que j'ai fait? Je vous prends par la main, puis vous me suivez pour le raisonnement. J'ai regardé quel était le patrimoine qui avait été installé. Donc, c'est quoi le patrimoine? C'est des usines de traitement, c'est des tuyaux, évidemment, des conduites d'eau d'un côté, mais aussi des conduites de collecte des eaux usées de l'autre côté. Ce sont des branchements, bien évidemment. Et donc, vous voyez la liste pour la partie eau potable et pour la partie assainissement de ce patrimoine. Okay, donc, ce patrimoine, on l'a évalué. Alors, on l'a évalué donc sur un coût, on va dire un coût moyen. Et sur la base de ce coût moyen et de sa durée de vie, on a déterminé un besoin de renouvellement financièrement. Combien est-ce qu'il faut réinvestir chaque année pour correctement entretenir le patrimoine? Vous avez une voiture, de temps en temps, il faut faire des réparations. Voilà, c'est ça, le besoin de renouvellement, le besoin de financement pour maintenir votre voiture en état de fonctionner. Là, c'est la même chose. Donc, vous voyez, sur l'eau potable, 4,4 milliards d'euros par an. C'est ce qu'il faut investir chaque année pour correctement entretenir notre patrimoine eau potable. 5 milliards pour l'assainissement. OK, donc là, on a le diagnostic. Ensuite, les deux cases du dessous, c'est qu'est-ce qu'on dépense effectivement? Combien est-ce qu'on investit effectivement? Donc, on regarde les budgets des services publics d'eau et d'assainissement et on regarde ce qui est investi. Côté eau potable, 2,6 milliards. Côté assainissement, 3,6 milliards. Donc, comme dirait l'autre, le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas. On a un déficit d'investissement, 1,8 milliard côté eau potable, 1,4 milliard côté assainissement. Donc, ça veut dire qu'on n'investit pas suffisamment pour se garantir du risque d'obsolescence, de dégradation de notre patrimoine. Donc, ça s'intègre, ce manque d'investissement s'intègre dans un contexte de changement climatique, donc qui nous rajoute en plus des soucis, des risques, comme Patrick l'a mentionné. Je me permets juste de rajouter une petite ligne à l'addition qu'il va nous falloir réussir à financer. C'est tout ce qui concerne la gestion des eaux pluviales. Parce qu'en milieu urbain, il nous faut de plus en plus gérer les eaux pluviales qui charrient de la pollution, etc. Et donc là, on estime que les dépenses nécessaires par an sont de l'ordre de 1 milliard d'euros. Dépenses qui ne sont pour l'instant pas totalement financées. Donc ça nous rajoute des choses à financer. Donc, quand j'additionne tout ça, on a un déficit d'investissement de 4,6 milliards sur la partie eau potable, assainissement et pluvial. Et la petite touche du chef, vous permettrez, c'est ce que j'ai appelé les coûts environnementaux. Alors, les coûts environnementaux, c'est quand même assez important puisque c'est ce qui permet de faire le lien entre tous mes tuyaux, là, tout mon patrimoine qui est de l'infrastructure, de la station de traitement, du branchement, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais c'est pour faire le lien aussi avec l'environnement, puisque cette eau, elle provient de l'environnement, et donc il faut gérer la ressource en eau. Donc c'est pas que du tuyau, quoi, gros, pour le dire autrement. Et donc les coûts environnementaux, c'est quoi? C'est tous les dégâts que nous causons à l'environnement et pour lesquels aujourd'hui nous n'avons pas prévu de traitement plus poussé, par exemple, des eaux usées. Donc, pour le dire autrement, c'est par exemple la pollution aux micropolluants. C'est par exemple la pollution aux pesticides sur la partie eau potable, sur les captages. Voilà. Donc tout ça, c'est les coûts environnementaux qu'il va nous falloir adresser, comme on dit en bon français. Et donc adresser ces coûts environnementaux, c'est 3,7 milliards d'investissements supplémentaires à faire. Donc voilà un petit peu l'addition que je vous propose de regarder ensemble, hein, sans s'énerver, sans partir en courant. Il y a tout ça à financer et on va voir plus tard quelles sont les solutions financières, économiques pour financer cela, mais aussi quelles sont les solutions technologiques, techniques et les innovations qui vont nous permettre d'adresser ces défis. Merci beaucoup, Maria. J'ai rajouté 3 chiffres en plus. Un premier qui est la partie d'eau potable, d'eau douce disponible dans le monde. Si on fait un sondage, à mon avis, vous ne connaissez pas le chiffre, c'est 2,5% de l'eau totale sur Terre. Donc c'est très peu. Et la partie consommée par l'homme, c'est 0,03%.
Donc vous voyez bien dans ce que montrait Maria, on a les infrastructures, et ça c'est de l'être humain, hein, les Romains avaient déjà commencé. En fait, on travaille sur 0,03%. Et tout le reste, c'est l'environnement. Environnement dont on a besoin, sinon on ne pourrait pas vivre. Hein. On est constitué d'eau. Comme l'a dit Maria, on va vous parler aussi de technologie. Je vous l'ai dit, il y a des solutions et c'est une bonne chose. Et Philippe, de par ton parcours scientifique, technique, de par tes expériences internationales, je pense que tu vas pouvoir nous partager un peu les solutions, à la fois les enjeux globaux, mais aussi les solutions, parce que je vous l'ai dit, il y a des solutions. Oui, bonjour à tous. Ça marche ? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Philippe Sévérac, je suis directeur scientifique de Veolia et je vais vous parler un peu d'innovation et de technologie. Alors, comme j'ai été terrassé par un méchant virus, je n'ai pas pu trop me coordonner avec les camarades, mais je vais me débrouiller avec mon papier. Le premier champ d'innovation, c'est le diagnostic. Et comme ça a été évoqué par Patrick et Maria, il y a les risques de conflit d'usage. La conviction profonde que nous avons, c'est que il n'est pas question d'opposer les conflits d'usage. Les questions de santé de la population, d'alimentation en eau des populations, les questions d'alimentation en eau pour l'agriculture, c'est la sécurité alimentaire. Les questions d'alimentation du tissu économique, ça fait partie aussi de la vitalité des pays. Les questions d'approvisionnement énergétique également. Tous ces usages ont besoin d'eau. En quantité plus ou moins importante. Et donc ce qui est important, c'est d'avoir les outils pour organiser la concertation sur un territoire. Ça nous paraît être absolument indispensable. Et donc je pense que c'est un des premiers éléments à regarder, c'est savoir faire l'état des lieux froidement des situations, comme ça a été dit, compter l'eau, savoir où elle est, et savoir faire parler les gens qui en ont besoin. Et on a des exemples concrets où sur des territoires, on organise des concertations entre élus et agriculteurs, par exemple, pour savoir les quantités de pesticides qui sont utilisés, tous les phytosanitaires qui sont utilisés, à quel endroit ça converge, à quel endroit on peut protéger les réseaux et à quel endroit on peut protéger les captages. Donc ça, c'est un premier élément absolument essentiel. Autre élément important, c'est que la technologie, c'est pas que de la technologie lourde. C'est pas forcément des gros investissements, c'est pas forcément des usines complexes. C'est aussi travailler sur la réduction des consommations et la sobriété et sur la consommation des produits polluants, quels que soient les étages du système. Alors on parle ici d'eau potable, mais vous savez que toutes les eaux sont liées. Et toutes les eaux circulent et donc les rejets qu'il y a à un endroit vont être mélangés aux ressources qui sont sur un autre endroit. Donc c'est extrêmement important de trouver le moyen de consommer moins d'eau sur différentes productions. On travaille beaucoup avec les industriels pour réduire la consommation d'eau. On fait ce qu'on appelle du reclaim, c'est-à-dire que l'eau tourne en boucle. Là, on a de très grosses usines sur de la microélectronique où c'est la même eau qui tourne pendant des semaines pour les puces électroniques. Et on la traite et on la retraite. On fait ce qu'on appelle du zero liquid discharge. Et c'est que très rarement qu'on arrive à purger le circuit pour éliminer les produits qui nous embêtent. Il y a aussi d'autres exemples où on arrive à trouver des schémas gagnants. J'ai un exemple en Australie qui est extrêmement intéressant. Vous aviez une mine qui rejetait ses effluents dans la rivière depuis une quarantaine d'années. Et cette rivière, de fil en aiguille, elle coule dans l'alimentation en eau de l'agglomération de Sydney. Donc c'est une vraie préoccupation aussi bien pour les populations locales que pour les autorités qui alimentaient Sydney. Et donc on a trouvé une solution pour que la mine ne soit pas obligée de stocker son eau en dessous, parce que quand elle est pleine d'eau, ils ne peuvent pas travailler et extraire les minerais dont ils ont besoin. Donc ils avaient besoin de sortir l'eau. On a trouvé un moyen de traiter l'eau pour l'utiliser comme alimentation pour la centrale électrique qui est à quelques kilomètres de la mine. Et le traitement d'eau permet d'augmenter le taux de recirculation grâce à la concentration qu'on accepte dans l'eau de façon considérable. Donc on a une centrale électrique qui, pareil, fonctionne avec de l'eau en boucle pendant très longtemps et qui purge relativement peu.
Et du coup, tout le monde en tire un bénéfice. C'est-à-dire que vous avez l'alimentation électrique, c'est qu'on parle quand même du quart de toute la région de Sydney qui est alimentée par cette usine électrique, donc c'est pas n'importe quoi. L'agriculture environnante, les activités touristiques dans les montagnes bleues, c'est un endroit vachement sympa. On arrive à protéger absolument tout ça. Donc retenez bien qu'il faut traiter l'ensemble de la chaîne de valeur et que la technologie de traitement intervient quand on a bien balisé tous les usages et toutes les consommations. Évidemment, les infrastructures, c'est absolument fondamental. Alors là-dessus, je dirais qu'un seul mot. Ce qui coûte cher, toujours, c'est la crise. C'est quand on n'arrive pas à gérer le problème et que d'un seul coup, l'usage est interrompu et qu'il n'y a plus d'eau. Et là, on a des exemples très concrets où quand on invente des solutions pour gérer les crises, c'est très efficace, mais les gens les oublient. Hein. Certains acteurs disent qu'il faut 3 crises successives pour enfin prendre conscience qu'il faut toucher à son infrastructure. On a eu des exemples en Équateur où on a eu des populations qui arrivaient sur des zones où il n'y avait pas de réseau dans la ville de Guayaquil et se sont mis en place des approvisionnements sauvages par camion de ces populations. Et donc, on a proposé à la collectivité de prendre en charge cet approvisionnement avec nos propres camions, notre propre système, pour éviter tous les problèmes que vous pouvez imaginer autour de la criminalité sur ces sujets-là. Donc, vous voyez, on n'est pas dans de la grande technologie, mais on est dans la logistique. Et du coup, l'agglomération a défini avec nous un plan d'alimentation pérenne, puisqu'ils n'avaient pas l'argent pour financer les réseaux. Et en attendant que les réseaux arrivent, on a des systèmes de rotation de camions qui se sont mis en place et qui ont permis aussi aux populations de réfléchir à leurs besoins, de ne pas faire consommer du fuel n'importe comment pour alimenter de l'eau, faire apporter de l'eau à n'importe quel moment. Et donc, l'économie locale s'est organisée autour de ce schéma d'approvisionnement. C'est pour montrer qu'il y a aussi ce qu'on peut appeler du low-tech, mais c'est assez efficace. Alors pour le high-tech, on va quand même y venir, je ne vais pas vous frustrer là-dessus. Les grands sujets, c'est de conserver l'eau utilisable pour ses usages. Et la préoccupation qui est en train d'émerger, c'est quand même la préoccupation des micropolluants. Alors elle n'est pas complètement neuve, mais aujourd'hui la quantité de substances et le nombre de molécules qui sont concernées peut être extrêmement effrayant. Et donc c'est dans ce domaine-là qu'on a le plus d'innovation aujourd'hui. Alors la première chaîne d'innovation, c'est déjà les analyses. Hein. Vous avez à peu près une centaine de milliers de produits chimiques en circulation que vous êtes susceptible de retrouver dans l'eau d'une façon ou d'une autre. Sur cette centaine de milliers de produits chimiques, alors je parle de produits chimiques, c'est-à-dire je parle bien de produits de synthèse. Je ne vous parle pas des produits naturels que vous pouvez trouver aussi dans l'eau et qui ont aussi des effets sur la santé, parce que ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé. Hein. Il y a des tas de produits naturels qui sont extrêmement dangereux, il ne faut pas l'oublier, notamment des produits végétaux que je ne vous recommande pas. Et donc, simplement pour dire que sur ces 100 000 produits chimiques de synthèse, on connaît les effets sur la santé d'à peu près 5 000 d'entre eux bien, très bien. Et à peu près 15 000 autres, on sait à peu près, et pour les autres, on ne sait pas grand-chose. Donc il y a un vrai sujet de savoir ce que ça fait, à quelle dose, à quelle concentration. On a certains produits sur lesquels la notion de dose d'effet, de dose toxicologique a plus beaucoup de sens, notamment sur les perturbateurs endocriniens. On arrive à avoir des hormones qu'on retrouve dans les eaux de façon assez courante. L'éthynyle, l'estradiol, c'est un vrai sujet, et qui agissent à des concentrations où on s'approche du nombre d'Avogadro. Donc la question, il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grave, ne fonctionne plus. Il faut arriver à trouver des solutions et à traiter. Donc la question de l'analyse, c'est dans tout ce fatras d'informations, trouver celle qui est pertinente et qui va permettre de savoir si oui ou non il y a risque pour tel ou tel usage. C'est le premier élément. Ensuite, vous avez tout l'arsenal des traitements. Alors dans les traitements, vous avez les traitements extrêmement efficaces. Hein, vous avez les membranes, ça arrête à peu près tout. Donc les membranes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme un tissu enroulé
et il n'y a quasiment rien qui passe à travers, à part l'eau et quelques sels très légers. Quelques micropolluants extrêmement légers peuvent éventuellement se faufiler si on n'est pas vigilant. Mais c'est une technologie qui est extrêmement efficace, qui a l'inconvénient d'être cher, de consommer de l'énergie et d'obliger à rejeter des concentrats. Mais c'est extrêmement efficace, et donc il y a des acteurs, que ce soit des collectivités ou des industriels, qui sont résolument tournés vers la membrane parce que c'est extrêmement sûr et protecteur. Après, il y a des chevaux de bataille plus raisonnables économiquement, qui sont versatiles aussi. C'est principalement le charbon actif et les résines. Alors le charbon actif, qu'est-ce que c'est? C'est une éponge. Donc c'est des morceaux de charbon qu'on va chauffer pour faire des trous à l'intérieur. Et les polluants se retrouvent dans les trous et sont piégés à l'intérieur du charbon. Et ils ne ressortent pas. Et après, soit on réchauffe le charbon pour ressortir les polluants et on le réutilise, soit on estime qu'il est chargé avec des polluants trop problématiques. Quand il y a des PFAS, par exemple, on fait attention. Et donc, à ce moment-là, il peut être incinéré avec l'ensemble de la pollution qu'il a embarquée. Et il y a toute une science de la technologie du charbon. La résine, c'est des boules qui collent, en gros, à l'échelle microscopique. Et ça attrape les molécules que vous voulez en fonction de la façon dont vous les calculez. Donc, c'est un bon complément. Et puis, vous avez quelques technologies un peu particulières. Vous avez les technologies d'oxydation. Là, vous cassez la matière avec des produits oxydants. Le problème, c'est que ça fait des sous-produits qu'on connaît un petit peu moins bien, mais ça donne quand même un bon coup sur la pollution. Et ça a l'avantage quand même d'en détruire une partie et de ne pas simplement la transférer dans un autre produit. Donc ça a son avantage. Et certains traitements biologiques, bien combinés avec d'autres traitements, donnent des résultats importants. Alors, sans rentrer plus loin dans l'inventaire, en quoi consiste l'innovation? Mais c'est simplement connaître toutes les recettes de cuisine qui permettent de combiner l'ensemble de ces produits et les utiliser intelligemment pour trouver la meilleure solution au meilleur prix. On a développé, nous, des systèmes d'essai qu'on appelle Diabolo. Alors, on l'appelle comme ça parce que c'est rond. Et donc, c'est une espèce de barillet dans lequel on introduit des cartouches de charbon, de membrane. On se met sur une eau et on regarde quel est l'assemblage qui marche le mieux. L'intérêt de ça, c'est qu'on n'a pas besoin de faire toutes les analyses complètes sur les produits polluants. Et on traite aussi par-dessus l'effet cocktail. C'est-à-dire qu'on ne dit pas on va traiter tel produit, on traite ce qu'on a dans la qualité d'eau en question. Et donc on le pose, on regarde ce qu'il faut, et ensuite on prescrit soit des installations mobiles, soit des installations fixes, en fonction du schéma économique qui va être retenu pour la collectivité. Donc on cherche la meilleure performance technique et la meilleure performance économique dans la durée. Après, deux éléments qui arrivent, et j'en finis avec ça. Il y a quand même deux révolutions scientifiques qui sont en cours. La révolution des biotechnologies nous permet de rentrer dans le génome de façon beaucoup plus efficace, et on comprend beaucoup mieux l'impact de la chimie sur le vivant. Et on est capable de tracer des effets biologiques beaucoup plus fins aujourd'hui. Donc on va beaucoup mieux comprendre le lien santé-environnement de façon scientifique très éprouvée. Et la deuxième révolution, c'est la révolution digitale qui permet justement de faire des calculs à beaucoup plus grande vitesse et donc de manipuler ces données biologiques et ces données chimiques pour obtenir des résultats directement utilisables qui vont encore bouleverser les traitements d'eau à venir. Donc même si effectivement, comme l'a dit Maria, parfois ça fait peur, on n'est quand même pas sans rien pour réagir, et on est déjà sur le front. Merci beaucoup Philippe. Je retiendrai deux choses de ton intervention. Un, des solutions technologiques très avancées. On n'a pas parlé des salements, mais on a connu des progrès énormes, et Didier pourra nous en parler. Mais aussi le fait qu'on ne confronte pas les usages, et il faut trouver une solution ensemble, ce qui nécessite de connaître. C'était un des premiers éléments. Je crois que, en principe, l'intervention suivante, non, ça doit être moi. C'est toi, ça a été inversé, c'est bien ce qui me semblait. Et donc, Didier, président du pôle Aquanova, par ailleurs une carrière chez Suez, oui. Plutôt dans les petits territoires ultramarins. Territoire ultramarin, donc je vais vous faire voyager un petit peu avec quelques exemples. Donc je m'exprimerai avec ces deux casquettes.
La première, celle d'un exploitant pendant plusieurs décennies de services publics d'eau et d'assainissement, et ensuite en tant que président de Aquanova, qui est le pôle de compétitivité de la filière eau pour le nord de la France. Donc le premier message, puisque je dois m'exprimer sur l'optimisation des CAPEX et des OPEX. Alors, si ça ne vous parle pas, les CAPEX, c'est les coûts d'investissement. Les OPEX, c'est les dépenses d'exploitation. Alors, le premier message fort, c'est que le meilleur investissement, c'est celui qu'on ne fait pas. Et quand je vous dis ça, ça paraît un peu surprenant, mais on voit quelquefois des gens se dire on va créer une nouvelle station de production d'eau potable uniquement parce que le réseau a été mal exploité et fuyard, et il y a la moitié de l'eau qui est produite qui repart dans la nature. Donc avant de penser à faire une nouvelle usine, il vaudrait mieux penser à gérer son réseau. Le deuxième point, c'est que quand on est technicien, quand on parle d'innovation, on a souvent tendance à se focaliser sur un sujet, sur un process. Et il ne faut vraiment pas rester sur ce petit bout de la lorgnette. Il faut toujours avoir une approche globale. Alors cette approche globale, elle peut être sur le process. On en parlait tout à l'heure, quand on parle de dessalement d'eau de mer. Bon, les membranes, c'est un procédé qui existe depuis des années. Alors ça progresse, on en reparlera tout à l'heure. Mais dans une station de dessalement d'eau de mer, ce qui ne marche pas, c'est la prise d'eau en mer, c'est le pré-traitement où on va tartiner les membranes, c'est les rejets de concentrat. Et quand on parle d'osmose solaire, puisque c'est ce qui peut se faire aujourd'hui, c'est la maîtrise foncière pour installer des champs de panneaux photovoltaïques. Le deuxième point sur l'approche globale, c'est qu'il y a les problématiques d'eau, mais il y a aussi les problématiques d'énergie, les problématiques d'empreinte carbone, que ce soit au niveau de la construction et de l'exploitation. Et puis le troisième volet, quand je parle d'approche globale, c'est d'approche dans le temps. Je crois que j'ai mis le terme de TCO, ça veut dire Total Cost of Ownership. C'est quand on va choisir un outil, on ne va pas se contenter de regarder ce qui coûte en investissement, mais de se dire, sur la durée de vie de cet outil, je vais additionner le coût d'investissement et le coût d'exploitation au fil du temps. Alors ce coût d'exploitation, ça peut être des consommations électriques, ça peut être de la maintenance. J'ai un exemple typique dans les stations d'épuration. On a besoin d'aérer les bactéries, etc. Et il y a différents systèmes de compression d'air. Il y en a qui coûtent pas cher, mais qui sont très énergivores. Et il y en a qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui sont moins énergivores. Et ça, c'est un point important, parce que dans le monde de l'eau, il y a une répartition des rôles qui est assez claire. Et ce sont en France les collectivités, alors qu'elles soient regroupées ou pas, qui décident des grands choix stratégiques. Et quand elles lancent un appel d'offres, par exemple, pour une station d'épuration, si dans les critères de jugement de l'offre, elles n'intègrent pas la vision à long terme de ce que va coûter la station d'épuration, elle va se retrouver avec quelque chose de pas cher d'entrée, mais qui va coûter très cher à la fin. Et puis, le dernier point, c'est sur la standardisation. On a tendance, on est des ingénieurs, à faire du sur-mesure, etc. Quelquefois, les produits standardisés ont des vertus. Alors, ils ont des vertus, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas besoin de refaire les études. Là, on voit sur la diapositive de droite des unités, c'est des process de traitement classiques. C'est une photo des Fidji. On produit quand même avec une unité standardisée 22 000 m3 jour. Et dès comme ça, on peut en mettre plusieurs les uns à côté des autres. Donc, en termes d'investissement, on peut être, par rapport à des usines classiques en béton, 30-40% moins cher. Donc ça peut être une bonne méthode pour optimiser les coûts. Ensuite, un point important, c'est l'anticipation. L'anticipation, c'est anticiper la réglementation, l'émergence des polluants, etc. Donc se projeter un petit peu dans l'avenir. C'est l'anticipation aussi sur les besoins. Alors dans les besoins, il y a l'évolution des usages entre le monde agricole, le monde industriel, et puis l'évolution urbaine, l'évolution de la population, l'évolution de la demande des populations. Et donc, il peut être intéressant pour optimiser les coûts, de se projeter sur l'avenir et de prévoir un phasage
pour les différentes installations. Et puis je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais je vais juste dire qu'aujourd'hui, on mesure qu'il y a vraiment deux axes importants dans l'innovation. La première, c'est dans l'innovation matérielle, ce que j'appelle le hard, c'est les nouveaux systèmes, les nouveaux process, les nouveaux traitements. Et l'autre volet majeur, c'est celui de la gestion digitale, la maîtrise de la donnée, les outils d'aide à la décision, qui font qu'avec les outils existants, on peut optimiser la performance des services. On va passer à la suivante. Donc là, je vais rentrer sur des exemples pratico-pratiques. Je vous disais tout à l'heure, une chose qui est importante, c'est le rendement de réseau. Parce que quand on a des pertes sur le réseau, eh bien, on gaspille de la ressource en eau, et accessoirement, on gaspille de l'énergie, on rajoute des réactifs, on amène de l'empreinte carbone, etc. Donc là, je vous ai mis différents outils qui sont utilisés. Le premier, c'est la prélocalisation permanente des fuites, c'est-à-dire savoir le jour même, quand il y a des bruits de fuite, puisque c'est comme ça qu'on les détecte principalement, qui sont apparus. Donc on équipe le réseau en Martinique, sur le sud de la Martinique. Il y a 2000 équipements de ce type qui sont suivis tous les jours pour savoir quand des fuites apparaissent. La modulation, la régulation de pression, eh bien en fait, sans vous faire de cours d'hydraulique, plus il y a de pression dans un réseau, plus il y a de risque de casse et surtout plus le débit de fuite est important. Donc le fait de mettre des modulateurs ou des régulateurs de pression, ça permet de diminuer et le nombre de fuites et le débit de fuite. Ce que je vous ai mis après en photo, la petite boule rouge, là, c'est quelque chose qui s'est beaucoup développé. C'est des smart balls, c'est des boules qu'on envoie dans les réseaux, alors que ce soit les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement, qui vont se promener dedans et qui vont enregistrer les bruits et qui vont vous dire où est-ce qu'il y a des fuites qui sont rencontrées. Et puis ensuite, et là on parle plus de digital, il y a les informations en temps réel. Bon, la télérelève où on a les consommations au quotidien, ce qui permet de détecter les fuites chez les particuliers, de voir en temps réel quelles sont les évolutions de rendement de réseau. Et puis tout ce qu'il y a comme suivi de réseau, outils d'aide à la décision. Et donc il ne faut pas penser que ce soit léger, mais c'est des outils majeurs pour améliorer le service et optimiser les coûts. Voilà. Ensuite, le dessalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une performance croissante, tant sur le plan technique qu'économique. La récupération d'énergie, qui est quand même un des volets importants du dessalement, ça se fait depuis longtemps. De façon un peu surprenante, parce que c'est des très gros consommateurs d'énergie, il y a de l'alimentation solaire pour les osmoseurs. Ce que vous voyez sur la photo, c'est un pilote que nous avons mis en place à Bora Bora. Et là, ce que vous avez comme panneau solaire, c'est pour 80 mètres cubes jour. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure des problèmes de maîtrise foncière, etc., donc, le dessalement, c'est une très bonne solution sur le plan technique. Ça coûte cher en investissement, ça coûte cher en exploitation. Donc, si on n'a pas d'autres solutions, on peut y aller sans difficulté. Mais c'est vraiment la solution de dernier recours, puisque c'est le coût le plus important en termes de production. Et puis ce qu'on voit, j'ai mentionné ce point-là, c'est qu'on parle toujours de dessalement d'eau de mer, mais ça coûte moins cher de faire du dessalement d'eau saumâtre. Et donc, quand il y a cette possibilité-là, c'est intermédiaire. OK, c'est moi qui ai la flèche. Hein. Voilà. Et un dernier point sur la reuse, le reuse, c'est que, en France, on peut dire qu'on est un petit peu frileux sur le secteur. Quand on regarde d'autres pays comme l'Espagne, Israël et tout un tas d'autres pays qui sont allés beaucoup plus de l'avant, mais c'est des technologies qui marchent très bien. Là aussi, ça coûte. Donc, si on a d'autres ressources, c'est pas la peine de partir là-dessus. Et ce que je veux vous dire quand je dis qu'en France, on est un peu frileux, c'est que sur Bora Bora, ça fait 20 ans qu'on fait du reuse. C'est-à-dire là, la photo qu'on voit, vous avez l'île centrale où on produit l'eau potable par osmose. On l'envoie sur la barrière de corail où on voit les hôtels là, qui sont tous installés là-dessus. Ils renvoient les eaux usées sur l'île centrale.
Et les eaux retraitées, le reuse, bénéficient d'un réseau de l'industriel qui retraverse le lagon pour permettre l'arrosage et les piscines, etc. Donc c'est en France métropolitaine où on est un peu frileux, et non pas Ouais, tout à fait. sur l'outre-marin. Je crois Voilà. que tu vas nous parler du pôle maintenant. Voilà, c'est ça. En moins d'une minute. Très rapidement, c'est pour dire que ce dont je vous ai parlé, c'est des développements, des innovations technologiques qui sont sur le terrain, qui sont au quotidien. Donc, Aquanova, c'est un pôle de compétitivité, donc une association de près de 300 adhérents avec des grandes entreprises. Alors, il y a 2 pôles, un dans le nord et un dans le sud. Patrick a parlé d'Aquavalais tout à l'heure. On travaille la main dans la main ensemble. On est là pour accompagner ces entreprises, travailler avec les parties prenantes. Il y a une animation extrêmement importante avec 60 événements par an. Et je vous ai fait juste une petite sélection parmi nos adhérents qui sont en lien avec les sujets que je viens d'évoquer. Donc tout ça, c'est pour dire que en France, aujourd'hui, il y a un tissu de TPE, PME, start-up qui travaillent sur tous ces sujets-là et qui ont besoin d'être accompagnés, poussés. Donc cette partie-là, c'est surtout sur la partie rendement de réseau. Donc si vous voulez aller sur le site Aquanova, vous avez tous les adhérents, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Et sur cette petite slide, Osmosun, c'est ceux qui ont travaillé sur le dessalement solaire. Cibex travaille sur l'optimisation de l'irrigation en utilisant l'intelligence artificielle. Et ça permet d'économiser la ressource. Yakadev, c'est vraiment typiquement ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on est dans le pur digital. C'est le fait de faire des développements à façon. Et Pompilup, c'est des microcentrales pour produire de l'électricité avec les réseaux. Voilà, merci. Merci beaucoup Didier. Alors il manque une entreprise et vous l'avez compris par nos exemples, c'est celle de Salvador, Chemdoc. Et Bonjour. je vous ai évoqué tout à l'heure, on voit bien qu'il y a un aspect connaissance, reconnaissance, réutilisation, ressources, mais il y a réutilisation, recyclage, et Chemdoc, tu vas présenter ton entreprise, mais à des solutions qui répondent à ce besoin. En France métropolitaine, on est un peu en retard, mais par contre, ça fonctionne bien. Merci. Donc, en effet, moi, je suis Salvador Pérez. Je dirige une entreprise que j'ai fondée après une carrière chez les majors qui sont ici représentés, qui sont les fleurons de l'eau dans le monde. Donc, on a la chance d'avoir aussi, je le dis au passage, mais aujourd'hui, un phénomène d'essaimage avec une très grosse activité d'innovation initiée non seulement par des jeunes chercheurs, etc., mais aussi par des gens qui ont fait une carrière dans ces entreprises et qui ont le réseau, qui ont aussi leur gamme classique et qui aujourd'hui vont vers des niches et des solutions pour contribuer à ce travail collectif dans les filières et les pôles. Voilà, alors mon entreprise, c'est une entreprise basée en Occitanie, mais ça je crois que j'ai trahi avec mon accent. Alors on fait quoi? Nous on conçoit et on fabrique des choses qui ressemblent à des machines, puisqu'on a un bureau d'études, d'ingénierie, on fabrique des procédés, donc des machines de purification et de recyclage d'eau, qui sont plug and play. Donc ça ressemble à ce qu'on appelle des skids, c'est-à-dire des châssis autoportants avec voilà, des automates, des pompes, des systèmes ou des containers. Alors on travaille sur, mais Philippe en a beaucoup parlé, donc je vais essayer de rester plutôt sur les choses d'application concrètes. On a des champs d'innovation qui sont ceux sur lesquels on travaille. Bon, j'en ai retenu 3. L'un, c'est la substitution de l'eau potable par la réutilisation, le recyclage. Alors, je ne vais pas m'apesantir dessus, mais quand on en arrive là, c'est qu'on a étudié quand même déjà beaucoup d'autres choses. Hein. Dans les R, avant de réutiliser, recycler, il y a une nuance d'ailleurs. Peut-être si on prend une minute pour vous dire laquelle c'est. Hein. Bon, voilà, un petit peu comme, moi je prends souvent l'exemple de la bouteille de verre. On peut réutiliser une bouteille, c'est-à-dire qu'on va la nettoyer, on la remplit, ou on va recycler le verre. Et là, on passe dans un cycle qui est un petit peu plus grand, avec un peu plus d'effort et d'énergie. Pour l'eau, c'est pareil.
peut avoir des boucles courtes, en particulier dans l'énergie ou dans des applications agricoles, et puis avoir des boucles un petit peu plus longues pour revenir avec une matière première qui va revenir dans le circuit. Donc ce chapitre substitution eau potable par reuse, reut, bon, c'est un des gros morceaux de l'adaptation au changement climatique. Bon, c'est vrai qu'on a une dynamique de marché qui est portée par les industriels en première intention, malgré certaines barrières réglementaires qui se sont clarifiées ces derniers temps, en particulier dans l'agroalimentaire, qui est un gros consommateur d'eau, puisque tout à l'heure ça a été dit, mais il y a des usages, et on peut arriver à évidemment à une gouvernance des usages pour éviter des conflits. Et dans cette gouvernance des usages, les populations vont toujours passer devant. Donc lorsqu'on est dans une application industrielle qui consomme de l'eau potable, il y a beaucoup de sites industriels qui sont alimentés exclusivement en eau potable. Peut-être étonnant, parce qu'on a un peu l'image des centrales nucléaires au bord du Rhône ou de la Garonne, etc. Mais il y a des sites en Bretagne qui consomment des quantités d'eau phénoménales et qui sont raccordés à l'eau potable, partout. Donc ce sujet de la substitution dans l'industrie, pour les eaux de process, pour les eaux ingrédients, etc. Le refroidissement. Bon, un sujet d'innovation autour de la purification d'eau potable, dont tout à l'heure Philippe a parlé, des membranes. Bon, alors là, on a des nouvelles problématiques, je ne vais pas revenir dessus, avec les polluants, les micro-polluants émergents, avec des trucs très compliqués. Bon, ne serait-ce que le sujet des PFAS, on a un certain nombre de substances qui sont aujourd'hui concernées. On arrive tout un wagon. On sait comment arrêter une certaine partie de façon simple, d'autres moins bien. Il faut aller à la membrane. Et c'est souvent vécu comme quelque chose qui est un petit peu too much. Bon, il y a des projets connus, CEDIF, Haut-de-Paris et ailleurs, où on va arriver à l'osmose inverse, le procédé du dessalement. Donc on va tout enlever dans l'eau, tout enlever, pour aller enlever, au final, quelques nanogrammes de quelque chose qui nous gêne. Donc c'est vrai qu'en soi, ce sont des solutions ultimes qui marchent, qui sont un peu en mode astronaute, qui ne sont pas vraiment complètement satisfaisantes. Donc on a besoin de continuer à travailler pour... voilà, tout à l'heure Philippe l'a dit, donc je ne rentre pas, mais il y a des sujets avec de l'échange d'ions, des sujets avec le charbon. Mais disons que dans le champ membranaire, on travaille beaucoup sur, voilà, peut-être moins séparé, avoir la bonne sélectivité pour éviter d'aller tout enlever. Et puis, que faire des concentrats? Parce que voilà, les membranes, ça peut permettre d'avoir tout de suite l'eau de qualité. Bon, on a réglé ce problème-là. On a un concentrat qu'on remet dans le milieu naturel. Bon, c'est pas satisfaisant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a un très gros champ d'électrochimie, d'oxydation avancée, de captation, etc. Et puis, il y a tout un champ d'innovation dans les modèles économiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a besoin de plus en plus de solutions plus petites, plus mobiles, qui sont capables de faire face à des situations d'urgence sur un captage et pas les autres, pas sur un réseau, etc. Donc ça, c'est tout le sujet de la containerisation, de l'offre mobile, mais spécifique, voilà, de ces sujets. Donc ça, voilà, on travaille beaucoup sur tous ces sujets avec peut-être deux choses à dire. Des effets d'accélérateur, le plan eau, la réglementation clarifiée, puisqu'on est quand même dans un pays où le principe de précaution est très très fort. Et donc, c'est le frein, les interprétations réglementaires des derniers textes. Bon, j'étais la semaine dernière, pour le petit exemple, à la préfecture avec un industriel qui est dans un port d'une ville méditerranéenne. Il utilise uniquement de l'eau potable. Il en utilise 1000 à 2000 mètres cubes par jour pour des usages qui n'ont rien à voir avec l'alimentation. Et il y a une station d'épuration à moins d'1 kilomètre. Il y a un très beau projet d'alimentation de la station d'épuration vers l'industriel. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir l'autorisation. Le projet a pris plus de 6 mois de retard. On a fait une réunion où il y avait préfecture, ARS, des DPP, DREAL, parce que c'est l'industriel. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut interpréter les textes. Vous avez un département, une interprétation. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très marquant en France et qui, à l'occasion des grosses crises, se simplifie parce que le préfet peut venir dire bon, alors on y va.
Mais quand on n'a pas le couteau sous la gorge, c'est quand même très très compliqué. Nous, en tant qu'acteurs, je tiens à le dire, en tant qu'acteurs de ces innovations, ça nous pose des problèmes parce qu'on a des projets, des plans de production, etc., des clients qui nous signent des précommandes et on n'arrive pas à faire les projets. Donc ça, c'est un gros sujet. Alors les technos, je vais passer très vite parce que Philippe en a beaucoup parlé, c'est pas la peine voilà, mais j'ai cité là 4 domaines qui ont déjà été cités. Bon, les membranes, bien sûr, avec un champ de travail très important sur les procédés de séparation avancée, UF, nano, osmose inverse. Donc en gros, de la filtration très très fine qui enlève des bactéries jusqu'à l'osmose inverse où il n'y a plus rien qui passe. Donc là, dans ce spectre-là, qu'on arrive à ajuster pour optimiser des sujets d'énergie, de consommation de produits, d'impact, des médias filtrants spécifiques, ça a été dit, avec ce qui colle, avec ce qui retient, etc. De l'électrochimie, ça c'est vraiment un très gros champ. Faire de l'oxydation, pas utiliser des précurseurs chimiques, c'est un gros champ de travail. Substitution par la réhute, ça peut être intéressant de citer les bâtiments, ça touche un peu tout le monde, ça parle un peu plus, ça nous parle un petit peu plus tous en tant que citoyens. L'utilisation de l'eau potable des ménages, c'est quelques litres pour la consommation, vraiment quelques litres, et c'est plutôt centaines de litres pour d'autres usages, notamment l'eau chaude sanitaire. Alors on a aujourd'hui des chiffres à peu près alignés, c'est qu'on les volumes des eaux de douche, en faisant quelques approximations, correspondent assez bien aux chasses d'eau. Bon, ça paraît évident d'utiliser l'un pour faire l'autre, c'est pas évident, parce qu'on génère des aérosols, etc. La réglementation est très récente. Maintenant, on a des nouvelles applications, mais qui demandent de la séparation avancée, parce qu'il y a du risque sanitaire. Ce n'est pas facilement autorisé. Les eaux de process industriels, je citerai 2 exemples qui ont abouti. Donc, les sirops monins, où on est aussi en ZLD, comme disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est une usine où on n'a plus de rejet. On prend de l'eau de ville, on fabrique du sirop avec, on continue à mettre de l'eau potable dans le sirop, quand même, ça rassurez-vous. Mais tout ce qui sert à nettoyer, etc., tourne en rond avec quelque chose de très innovant. C'est qu'on n'a pas fait un concentrat qu'on rejette à la station d'épuration urbaine. On a fait un système de tri, et là c'est très innovant, pour aller séparer du sucre, le concentré, séparer les sels, les recycler sur les procédés d'échange d'ions, et valoriser les charges organiques en méta, et récupérer les charges salines dans les procédés où ils étaient utilisés. Donc on aboutit à un procédé, à une application très vertueuse, puisqu'on consommait de l'énergie pour alimenter des bactéries, pour consommer le sucre, en épuration conventionnelle. Maintenant, on est positif en énergie, on produit du méthane. Les usages urbains, donc un exemple d'application avec la Régie des eaux de Montpellier, un camion pour tous les nouveaux usages en ville, la voirie, l'incendie, l'arrosage urbain, tout ça était très difficile ou interdit en eau autre qu'eau potable. Donc là, ça s'ouvre, mais c'est des sujets où on est encore en expérimentation. Et puis le dernier, de l'irrigation en bande côtière, parce que c'est un truc important à dire, la réhute en France, ça va se faire sur la bande côtière en priorité, parce que le sujet d'alimentation, des débits d'étiage, on ne peut pas enlever les débits des stations d'épuration pour les cours d'eau facilement, donc ça va se faire surtout sur les zones côtières. Donc l'exemple de Méso, où on a un travail de déminéralisation sélective pour faire de la fertirrigation, c'est-à-dire récupérer ce qui impacte le milieu, le phosphore, l'azote, etc., enlever les sels, mais que les sels, et envoyer tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire de l'eau, des nutriments, sur la vigne. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme vous l'avez vu, on a plein de solutions techniques. Il y en a qu'on n'a pas abordées, qui sont les solutions basées sur la nature, notamment pour tout ce qui est pluvial. Ça peut être très intéressant, au lieu de faire des infrastructures. On vous l'a dit, il y a déjà un manque d'investissement sur l'existant. Se rajoutent toutes ces nouvelles technologies et Maria, tu vas avoir la suite parce qu'on vous a promis d'avoir des solutions. Hein, on vous doit la vérité et des solutions liées au financement. Je te laisse la parole, le temps de trouver ton slide. Effectivement, ouais, c'est celle-là. Alors, donc elle n'est pas à l'écran, mais elle va apparaître. Elle arrive. Donc, je reprends la parole
pour dire, ben voilà, on a vu à la fois tout à l'heure une partie de ce qu'il y avait à financer dans nos investissements. On a vu là un échantillon de solutions techniques, technologiques, d'innovation pour répondre aux enjeux qui ont été soulignés. Bon, bah, tout ça, ça se finance, bien évidemment. Alors, quels sont les outils, les instruments économiques qu'on a pour financer à la fois ce qui doit être financé dans l'entretien du patrimoine et puis ce qui doit être financé en termes d'innovation technologique et de solutions par rapport aux enjeux auxquels on est confronté dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Alors là, je vous ai mis donc, sur la diapo les 5 outils, les 5 instruments économiques qu'on utilise régulièrement, si je puis dire, pour financer la partie services d'eau et d'assainissement. Mais comme moi je suis économiste de formation et comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas oublier que les services d'eau et d'assainissement, c'est qu'une partie de la gestion de l'eau. C'est qu'une partie de la politique de l'eau. Donc au-delà des services d'eau et d'assainissement, il y a quand même la gestion des ressources en eau et des milieux aquatiques qu'il faut aussi financer. Mais on utilise d'autres outils économiques que ceux que je vous ai listés ici. Donc c'est juste un petit mémo pour vous dire, là on s'intéresse qu'à une partie de la politique de l'eau, les services d'eau et d'assainissement. Ce petit préambule étant passé, donc je dirais les 3 outils principaux qu'on utilise, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE depuis plus de 15 ans, c'est 3 T, donc c'est facile à se souvenir, tarifs, taxes et transferts. Tarifs, parce que c'est un peu l'adage, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, on dit l'eau paye l'eau. Ben oui, parce qu'on paye l'eau à travers une facture d'eau. Voilà, donc la facture d'eau, on la reçoit ou pas. Si on l'habite dans un immeuble, on ne la reçoit pas, mais on la paye dans les charges. Et à ce moment-là, notre facture d'eau, elle sert à payer le service d'eau. Notre facture d'assainissement sert à payer le service d'assainissement. Voilà. Donc premièrement, c'est les tarifs. Deuxièmement, les taxes, c'est-à-dire parfois, il peut y avoir des subventions qui sont données soit par l'État, donc le budget national, soit par les collectivités locales. Et là, on est sur du budget local, donc c'est 2 types de budget, 2 types d'impôts et 2 types de subventions. Mais on peut aussi avoir quelques financements par les taxes. Troisième, les transferts, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Les transferts, ce sont des fonds qui nous viennent de ce qu'on appelle les bailleurs internationaux. Alors, qui est-ce qui se cache derrière tout ça? Par exemple, tous les fonds européens, les fonds de cohésion européens type FEDER, donc qui est un fonds pour le développement économique des régions. Voilà. Eux, ils peuvent donner de l'argent, notamment, ils donnent pas mal d'argent pour les territoires ultramarins. Voilà, pour financer des investissements dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement. Donc, voilà. Donc ça, c'est de l'argent qui nous arrive d'ailleurs, en fait. Voilà. On n'a pas à le financer, pop, ça nous arrive. Il y a la Banque mondiale, il y a tout un tas de la Banque européenne d'investissement, etc. Donc ça, ce sont les 3 principaux outils. Je cite un truc qui s'appelle la REP, responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire... c'est un concept avant tout juridique, qui existe depuis longtemps, depuis les années 70, qui dit grosso modo, vous êtes un industriel, vous mettez sur le marché des molécules toutes pourries qui polluent l'eau. Eh bien, il va falloir gérer ces molécules toutes pourries du début jusqu'à la fin. C'est votre responsabilité. Et elle est élargie puisque même si vous avez déjà vendu votre produit, par un produit cosmétique, avec des molécules type qui vont devenir des micropolluants, eh ben, vous allez gérer la pollution générée par votre produit cosmétique, rouge à lèvres, machin. Donc, mesdames, entre nous, se maquiller, c'est bien, mais c'est pas genre un truc absolument vital. Donc, si vous pouvez éviter de vous maquiller avec des produits qui génèrent des micropolluants, ça, c'est cadeau, c'est offert. Voilà, c'est pour la route, voilà. C'est mon petit cri du cœur, voilà. Donc, ces micropolluants qui sont dans nos cosmétiques, eh bien, on va demander aux industriels cosmétiques de les gérer de bout en bout et donc de financer leur traitement. Et donc, éventuellement, de financer les traitements dont on a parlé, là, pour traiter les micropolluants. Ce n'est pas le prix de l'eau qui va le payer, c'est l'industriel qui a mis des molécules toutes pourries. Voilà. Donc ça, c'est un outil extrêmement puissant qu'on a beaucoup dans le domaine des déchets. Vous voyez, l'éco-contribution qu'on paye quand on achète un téléphone, un ordi, etc. C'est ça, c'est l'industriel à qui on demande de gérer le déchet du produit qu'il a conçu. PSE, paiement pour services environnementaux. De quoi s'agit-il? On se rend compte depuis très longtemps que ça coûte très cher de gérer la pollution qui a été générée, donc de dépolluer, ça coûte cher, donc de faire ce qu'on appelle du curatif. La pollution est là, il faut s'en débarrasser, ça coûte cher. Alors que ça coûte beaucoup moins cher de faire du préventif. Et de se dire, en fait, le mieux, c'est de remonter la chaîne de valeur et de ne pas mettre de pollution dans l'environnement. Et donc, on va payer des gens
pour soutenir un changement de pratique. Et ça marche beaucoup avec les agriculteurs. Je vous parlais de pollution aux pesticides, des captages d'eau potable. Et ben, l'idée, c'est de dire aux agriculteurs, voilà, on sait que si vous n'utilisez pas de pesticides, vous avez un manque à gagner. OK, financier. Ben donc, nous, on va combler ce manque à gagner financier pour vous inciter à changer de pratique agricole, à ne pas utiliser de pesticides. Comme ça, il y aura moins de pollution, évidemment, dans la zone de captage où nous, on récupère l'eau. Et ça coûte moins cher, en fait. Ça coûte moins cher de faire du préventif que de faire du curatif. Donc voilà tous les outils qu'on a à disposition pour financer notre déficit d'investissement et puis pour financer aussi l'ensemble des solutions technologiques et innovantes qu'on a présentées. C'est super, Maria. On est pile à l'heure. Alors, pour les questions, on n'aura pas le temps sur cette table ronde, mais vous pourrez, l'ensemble des intervenants, les interroger en dehors, puisqu'il y a une table ronde qui suit. Et je tenais à remercier réellement Philippe, Maria, Didier et Salvador. J'espère que ça vous a intéressé. Je n'ai pas vu beaucoup de monde partir, donc c'est plutôt bon signe. J'espère que vous avez bien compris qu'il y a des enjeux, il y a des objectifs, mais on a aussi des solutions. Il y a la filière de l'eau, c'est 5000 entreprises en France. Donc on a des solutions françaises sur l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur et des solutions qui passent par de la techno, il ne faut pas en avoir peur, mais aussi par d'autres solutions basées sur la nature ou, comme tu le disais, sur les services rendus environnementaux. C'est une solution aussi. Voilà, je vous remercie. Je crois qu'il y a un petit jingle de fin. Merci beaucoup.